the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. Bonjour, nous voici pour un 9e podcast enregistré par le groupe Facebook Bilbo le Hobbit. Alors aujourd'hui nous allons traiter du vlog 6, du journal de production numéro 6, publié très récemment, soit hier. Alors je suis accompagné de David, notre fidèle serviteur, de Marie et de Florian. Salut. Alors je suis moi-même Taïeb. Alors pour commencer, nous allons commencer avec la course-poursuite avec les Wargs que nous avons pu voir dans la vidéo de production. Alors David, je te laisse commencer. Je préviens tout de suite l'audience, il risque d'y avoir un peu de spoil, donc si vous voulez zapper cette partie, vous pouvez. Alors dans les tout premiers plans en fait du reportage, on peut apercevoir les nains dans des arbres, et même à un moment un arbre qui est en train de s'effondrer et Nori qui saute d'un arbre à l'autre. Cette scène en fait fait suite à la course-poursuite avec les Wargs. Donc les nains se réfugient dans les arbres pour pas se faire croquer par les Wargs. À un moment il y a les orques qui viennent, donc d'un côté il y a les orques qui vont mettre le feu aux arbres, donc je sais pas si l'arbre s'effondre parce qu'il y a un orque qui est en train de tailler l'arbre avec une hache, ou si c'est le feu qui consume la base de l'arbre et l'arbre s'effondre, mais en tout cas on est vraiment c'est vraiment une scène très très connue, très emblématique de Bilbo le Hobbit. D'ailleurs un peu plus loin en fait on peut apercevoir les nains en train de courir en campagne, etc. On voit même qu'à un moment Thorin qui est en train de se retourner avec 2 haches à la main en situation de combat. Donc ça correspond bien à même ce qu'on voyait dans le vlog précédent. Voilà. Alors merci David, tu as à peu près tout dit. À présent nous allons traiter d'Esgaroth. Alors Esgaroth, Florian, je te laisse introduire. D'accord, donc alors juste après la forêt de pins, on peut avoir un plan où on voit Peter Jackson sortir justement d'une habitation qui a l'air de ressembler aux habitations de Esgaroth. Alors il n'y a pas longtemps sur TheOneRing.net on a eu justement plusieurs visuels de ce que pourra donner Lac-Ville. Alors après aussi il y a des photos où on peut voir un panorama qui pourra justement être l'emplacement de Lac-Ville. Et après on peut aussi voir à un moment, je ne sais pas si vous avez vu, au moment de la cantine, on peut voir plusieurs personnes qui sont en train de manger. Et on peut voir que c'est sûrement des figurants qui joueront les villageois de Lac-Ville. Parce que les costumes sont assez similaires à ceux de Peter Jackson dans le blog numéro 5. Donc je sais pas ce que vous en pensez. On parlait du cameo. En effet, on peut voir qu'ils ont c'est sûrement des figurants comme tu l'as dit. Alors juste après, il y a pas longtemps, il y a eu une photo qui a été postée sur le Facebook de Ryan Cage. Alors sur cette photo, on peut apercevoir justement les 2 acteurs. Alors on peut voir Stephen Free qui jouera le maître de Lac-Ville. Et sur la droite, on peut voir Ryan Cage qui apparemment devait jouer Drogo Baggins au début, qui est le père de Frodo. Et aussi, apparemment, il pourrait jouer aussi Alfred, son serviteur. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est étrange qu'il joue 2 personnages. Hein. Déjà, c'est Stephen Fry. Et ensuite, oui, je pense que c'est un peu étrange. Alors, comme disait, je sais plus, Taïeb, c'est peut-être par souci d'économie. Il y a un truc qui me choque, autant par exemple prendre, comment il s'appelle, Conan Stevens pour jouer à la fois Bolg et Azog, ce serait pas gênant parce que finalement c'est une personne qui est en costume donc on le reconnaît même pas. C'est sous prothèse, etc. Autant là, un hobbit et un humain, je veux dire, ouais, bien sûr. Je veux dire, un mec avec une perruque frisée et sans perruque frisée, je pense qu'on reconnaît beaucoup ses traits. Et ça serait presque choquant. David, faisant confiance au maquillage quand même. Ouais, mais le maquillage est minime sur un hobbit, c'est des oreilles pointues, une perruque quoi. Donc, mais ça se trouve, il va faire qu'un rôle aussi, ça avance. Voilà, donc. Mais la toute première fois qu'il a été annoncé, Ryan Gage, c'était uniquement pour jouer Drogo. Et plus tard, ils ont parlé justement de le faire jouer à Fried, le serviteur du maître du lac. Et du coup, moi j'ai été choqué, je me suis dit, mais du coup, il joue quel rôle L'un ou l'autre, ou les deux, je sais pas. Donc, Marie, à ton avis, il jouera 2 rôles ou c'est non, je pense que est-ce que c'est un problème de communication?
Je pense qu'ils vont il va en faire qu'un. Ils se sont, enfin, c'est une hypothèse pour eux de lui faire jouer le rôle du serviteur de la guilde. Moi, je pense qu'il va faire le père de Frodo, bien que je ne vois pas l'intérêt, vu qu'il n'apparaît pas. Je crois que justement que c'est le contraire en fait. Hein. Si tu veux, c'est l'hypothèse la plus probable, c'est le fait qu'il joue Afrid, parce que d'ailleurs on le voit avec Stephen Fry devant un décor d'Esgaroth. Drogo, soit c'est tombé à l'eau carrément, soit on va dire on va pas du tout voir Drogo dans le film, soit ils vont confier le rôle à un autre acteur. Oui, c'est possible. Enfin, peut-être qu'ils se sont dit que c'était trop loin du livre, donc ils ont peut-être annulé cette idée, quoi. Faudrait peut-être dire pour les auditeurs lambda qui est Drogo. C'est le père de Frodo. Voilà, tout à fait. Et on va le voir. Bon, on va pas spoiler. Voilà. Et il y a un autre truc qui m'a interloqué en fait, c'est que Peter Jackson, quand il est dans le décor d'Esgaroth, il me dit qu'il peut pas nous montrer justement les décors parce que ces fameux décors n'apparaîtront pas dans les films avant 2013. Ce qui veut dire qu'en fait, le deuxième film s'arrêterait avant Esgaroth. Par rapport aux hypothèses qu'on avait émises, en tout cas Tayeb et moi. Ouais, moi je suis pas d'accord avec vous. J'avais dit que le film, pour moi, s'arrêterait après le plus long chapitre, en fin de compte. Donc ce sera le passage. Pour moi, ça s'arrêtera après le passage avec les araignées. Pour moi, je maintiens mon hypothèse. Ça s'arrêtera à Lackville. Donc je pense qu'on verra un énorme panoramique de Lackville, sans rentrer dans les détails. On rentrera pas dans Lackville, on verra juste Lackville de l'extérieur, en fait. Voilà, de l'extérieur, donc je pense que Peter Jackson veut dire ça. On verra un énorme panoramique de Lackville avec les tonneaux arrivés, plus le générique de fin, donc je maintiens mon avis, je sais pas si c'est le cas de David. Ouais, maintenant j'hésite parce qu'en ayant relu, là je suis en train de relire Bilbo le Hobbit, je trouve que c'est quand même assez dense tout ce qu'il y a rencontré jusqu'à Esgaroth, donc je sais pas si on risque d'avoir un film assez déséquilibré en termes d'événements, on va dire. D'action. Florian, t'en penses quoi? Moi, je pense justement un peu comme toi que peut-être que le film se terminerait sur un plan de Lackville et peut-être justement avec la caméra, une sorte de remontée avec un plan sur le Mont Solitaire pour montrer justement la prochaine destination de l'aventure. Il me semble que dans le précédent podcast, tu avais parlé de Bilbo tout seul dans la forteresse de Thranduil. Oui, mais peut-être, tu sais, par exemple, ils vont par exemple faire, comment ça s'appelle, on voit la capture des nains, et après on va voir justement un plan de la caméra qui sort de la forêt, et peut-être en fond avec le Mont Solitaire pour montrer peut-être ce qui les attend, quoi. Ouais. On vérifiera si nos hypothèses sont bonnes. Il faut David, tu disais? Il faut rappeler que finalement, en fait, ce qu'on voit, ils tournent pas forcément le film dans l'ordre chronologique, donc c'est pas parce qu'on voit des morceaux d'Esgaroth dans des vlogs, alors que le premier film n'est pas sorti, que ces scènes figureront Bien sûr. Dans le premier film. Voilà. Moi, je pense que ce sera dans le second film. Donc la césure, un débat assez complexe. Ouais. La césure entre les deux films. Alors, pour continuer, on a pu voir pendant quelques secondes une scène à cul-de-sac avec des meubles et des biens un peu éparpillés autour de la maison. Alors, je pense que ça sera la scène des enchères. Des enchères dans le dernier chapitre de Bilbo le Hobbit. Oui, parce qu'on voit beaucoup de monde, etc., qui s'affaire autour de la maison de Bilbo. Il faut savoir que vu que Bilbo s'est absenté une bonne année pendant son aventure, voire un peu plus, le temps de revenir, en fait, les autres hobbits ont pensé qu'il était mort, et vu que c'est un des hobbits les plus riches de la comté, ils ont décidé de vendre ses biens, et puis donc Bilbo, quand Bilbo rentre de son aventure, il surprend justement une vente aux enchères de ses propres biens, donc il est un peu choqué. Voilà, tout à fait. Et la création d'eBay aussi, d'ailleurs. Le Hobbit Bay. Achat immédiat. Alors, à présent, nous allons parler on a pu apercevoir une maison mystérieuse en arrière-plan. Alors, David, je te laisse introduire. Juste derrière Bifur, en fait, on peut apercevoir une maison étrange, une maison essentiellement en pierre avec une charpente en bois. Moi, de ce que je vois, ça a l'air de correspondre ni à la maison de Radagast ni à la maison de Beorn. On avait eu il y a quelque temps des plans supposés de la maison de Beorn qui ressemblent à des grandes étables basses, presque faites avec des troncs bruts, donc ça ressemble pas trop à ça. On dirait plus un truc complètement délabré, donc je pense pas qu'il y a quelqu'un qui y habite vraiment. Et de l'autre côté, on avait vu peut-être toujours la supposée maison de Radagast, qui était plus ou moins
intégré dans un arbre. Donc il y a en fait les arbres, on dirait qu'ils composaient les montants des murs en fait. Donc Oui, bah, ça correspond bien à ce personnage aussi, quoi. Enfin, il est Euh, complètement imprégné de la nature. et là, ce qu'on voit derrière, moi, ça ressemble à une vieille métairie abandonnée, quoi, en fait. Ouais. Ou alors, une autre hypothèse, mais je suis pas trop de cet avis, il se pourrait que le nain voit Radagast, alors qu'il les voit pas dans le livre, donc je suis pas de cet avis. Si Florian t'es de cet avis. Bah Radagast, moi je sais pas si on le verra peut-être à fond compte, parce que je sais pas si c'est à ce moment-là peut-être qu'ils vont faire le Conseil Blanc ou dans le deuxième film. Mais Radagast c'est toujours un peu le personnage qui est toujours en retrait dans sa petite forêt qui vit comme un ermite. Je me demande si vraiment il irait jusqu'à se balader un peu dans différents endroits, parce que son repère c'est quand même vachement Mirkwood à surveiller un peu ses animaux. À mon avis, le conseil se fera. À mon avis, le conseil se fera à Fontcombe, à Rivendell. Donc, je pense qu'il se déplacera quand même. Il y a un autre truc, c'est que on verra Radagast dans le film, mais les nains ne le rencontreront pas forcément. Hein. Je veux dire, oui, voilà, on le verra pendant le Conseil Blanc. On le verra peut-être à un moment donné quand Beorn l'évoque, parce qu'en fait, Beorn est assez en contact avec Radagast. Il le connaît très bien. Donc, quand il rencontrera Gandalf et que Gandalf lui dira vous connaissez mon cousin Radagast, peut-être qu'on aura un petit flashback où on verra Beorn et Radagast ensemble. Ouais. Je pense que ça s'arrêtera là, quoi. Si toutefois on le voyait, de toute façon, Radagast, c'est clair que je vois pas l'intérêt de le faire rencontrer les nains. Et aussi, j'avais remarqué quelque chose, pour rebondir, faire une petite transition. Donc sur le concept art que j'avais posé aussi sur la page Bilbo. Donc dans la première vidéo de tournage, vers 2 minutes, on peut voir un concept art qui a l'air de ressembler à celui de Radagast le Brun. Alors reste à savoir si ce sera le design final du personnage. Alors par contre, j'aimerais aussi qu'on débatte un petit peu sur ce sujet-là. C'est que dans un reportage de Eric Vesp, dans le 4e précisément, il décrit le personnage de cette façon. Alors Silverstone McCoy joue Radagast le Brun, un magicien un peu dingue qui se sent plus à l'aise parmi les animaux, les insectes et les plantes que parmi les siens. Alors d'après ce que j'ai pu voir les dernières semaines, ça va jouer pile ou face entre Bombur et Radagast pour la mascotte du film. Alors Radagast est ridiculement charmant, une espèce de Saint François d'Assise étourdi. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Blasphème. Il faut dire que ça c'est un peu décevant parce qu'il faut dire que Radagast, c'est quand même un Istari venu de Valinor, de Aman, les contrées saintes de la Terre du Milieu. Donc faire jouer en quelque sorte une divinité, la faire jouer en mode guignol, franchement ça passerait pas trop, sachant qu'il a participé à la création de la Terre, etc. Je pense que C'est une description superficielle quand même du personnage. Je pense qu'ils l'ont pas pris à sa juste valeur. Ouais. Voilà, tout à fait. Moi, je pense qu'il faudrait. On peut plus le qualifier d'original dans le sens où c'est un peu un ermite qui est plus proche des animaux que des humains. Mais de là à le faire passer limite pour un débile ou un demeuré comme à l'air non, mais ce serait un mauvais raisonnement carrément. Voilà. C'est quand même une haute divinité en quelque sorte. Vous imaginez, il est du même ordre que Gandalf. Vous imaginez Gandalf en mode ridicule. Moi, je pense qu'il est spécial, oui, dans le sens où je pense qu'il est peut-être un peu dans son monde animaux, mais un peu quelqu'un de presque associable, on va dire, entre guillemets, quoi. Mais... Oui, qui a choisi son camp, quoi. Voilà. Mais après, moi, je pense que s'ils le font avec finesse, à la limite, c'est un personnage un petit peu loufoque, foufou, ça peut le faire, ça peut faire un personnage assez original. Mais tant que Peter Jackson met pas ses blagues bien grasses, c'est ça, quoi. Faut pas trop aller dans la limite. Loufoque, ce sera abusé, ce sera... Non, c'est un personnage... Oui, sachant que c'est, comme je le répète, c'est une divinité. Il a participé à la création du monde, de la terre d'Arda, de la terre du milieu, etc. Donc il faut pas quand même le sous-estimer. Moi je le vois pas comme un Tom Bombadil non plus, quoi, en train de faire des petits bonds dans tous les sens, en train de chanter des chansons, faut pas abuser. Non, c'est un personnage qui est ambivalent, il a une personnalité ambivalente et il doit être traité comme ça. Je pense que voilà, c'est un dieu, il vient sur... il crée la terre, etc. Enfin, tu l'avais comparé à Merlin. À Merlin, oui, bien sûr. Ouais. On en avait discuté déjà dans les feedbacks d'un post de Florian, je crois. Et oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est l'idée de... Un peu comme Merlin, quoi. Il cultive cette ambivalence du sage et du fou, quoi. C'est vraiment le côté pile et face d'une même médaille, quoi. D'accord.
Mais faire une concurrence entre Bombur et lui pour savoir qui sera la mascotte du film, c'est vraiment assez décevant pour les puristes. Mais Ouais, c'est ridicule. Voilà, c'est ridicule. Reste à savoir si les dires de Reggie Vesp sont vrais aussi. Parce que... ah ouais, j'espère que non. Alors Marie, tu voulais nous parler de quelques scènes que Oui. tu as pu remarquer. Alors je te laisse Oui. parler. Dans l'ordre chronologique donc, de la vidéo, on peut voir Ori et Dory qui sont sous un appelant rocheux. Et donc, à mon avis, ça se passe donc dans la forêt des trolls, là où Bilbo dégaine d'art pour la première fois. Dans le trailer, en fait, on voit cette scène. Ouais, dans le trailer. Et donc, juste après, on voit Dwalin s'appuyer sur un rocher. Donc, ça confirme l'idée qu'il crapahute un petit peu dans la forêt, puis ensuite il tombe sur les trolls. Et il y a aussi... Clairement que c'est pas Mirkwood, hein, parce que c'est une forêt vraiment très assez... éclairée, ouais, c'est ça, elle est très aérée. Donc voilà. Et donc, il y a Kili aussi, que l'on voit à la fin du vlog, qui tape sur des polochons donc avec son épée. Donc, ça confirme qu'il traite bien de la forêt des trolls dans ce vlog. On voyait ça je sais plus, dans un vlog précédent, en fait, on voyait les nains attaquer des genres de grands polochons tenus par des cascadeurs pour simuler des trolls, quoi. Donc voilà. Alors dans le vlog, nous avons pu aussi apercevoir une cascade. Alors avec cette cascade, nous en avons déduit que c'était la désolation de Smaug. Alors peux-tu, David, nous décrire la désolation de Smaug déjà dans le livre? Dans le livre, en fait, il parle d'un terrain justement calciné, désert, une terre stérile. Donc, ça correspondrait bien à ce qu'on voit, parce que c'est un terrain rocailleux avec quelques petites mousses éparses. Il n'y a vraiment quasiment pas de végétation. En gros, un peu comme le Mordor. Un peu moins, voilà. En moins sec, on va dire. Ça Et en moins ombragé aussi. Ouais, donc on nous explique que le chemin qu'emprunte Smaug pour quitter le Mont Solitaire, en fait, c'est plus ou moins l'entrée de la cité des Rebords. Et qu'en fait, il y a une rivière qui coule à l'intérieur de une rivière, un cours d'eau, un petit cours d'eau qui court à travers cette cité et qui se termine en une grande cascade. Donc cette cascade qu'on aperçoit dans le reportage peut très bien correspondre à l'entrée de la cité des Rebords. Je pense que c'est tout à fait ça. D'ailleurs, il y a un petit truc, c'est que sur un plan, en fait, on peut apercevoir donc Bilbo. D'ailleurs, on voit même en arrière-plan Glowin dans des tenues différentes des tenues qu'ils ont à la base dans Bilbo le Hobbit, à savoir que ça correspondrait plus en fait aux tenues qu'on leur donne, qu'on leur offre une fois qu'ils sont hébergés à Esgaroth. Donc ça montre bien que ce passage se situe après Esgaroth, donc ça corrobore un peu la thèse de la désolation de Smaug, parce que tout de suite après Esgaroth, en fait, le seul passage qu'il y a, et les décors qu'on voit, c'est la désolation de Smaug. Voilà. D'ailleurs, on voit même Ori un peu plus loin, dans une tenue similaire. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous aussi, mais le panoramique, enfin l'image que j'avais de la cascade en Bilbo correspond parfaitement à ce que j'ai vu dans la vidéo de production, et ça me plaît assez. C'est une des illustrations d'ailleurs de Ananli qui ressemble énormément au panoramique qu'on voit là, quoi. Alors pour continuer, nous avons pu voir dans la vidéo de production une scène où l'on voit une grande plaine assez désertique, et nous avons supposé que c'était la bataille des 5 armées. Donc Florian, si tu veux un peu nous expliquer. D'accord, donc alors sur ce plan-là, on peut voir une grande plaine assez désertique, qui a l'air quand même semblable un peu aux plaines du Mordor, dans le style vraiment les plantations mortes. On peut voir vraiment que peut-être que Smaug est passé par là. Donc alors aussi, apparemment, d'après une news antérieure, un néo-zélandais qui s'appelle Doc Dance, bon, c'est un pseudo, il avait posté qu'il n'y a pas longtemps qu'il avait vu 320 figurants sur ce lieu-là, avec pas mal justement de camions, et il pensait peut-être que lui ce serait la bataille des 5 armées. Déjà le lieu s'y prête, le nombre des figurants qui est assez impressionnant, 320. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça sera la bataille des 5 armées, ça correspond exactement niveau paysage, etc. Ça correspond exactement à l'image qu'on a dans le livre. D'ailleurs, je me rappelle, dans un ancien blog, on peut voir Gandalf courir avec un cheval qui a l'air dans une plaine assez similaire. Donc est-ce que ce serait l'arrivée de Gandalf dans cette fameuse bataille ? Il y a un autre truc, c'est vrai que ça peut prêter à confusion pour les auditeurs, mais parce qu'on parlait justement que le paysage précédent correspondait aussi à la désolation de Smaug.
je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont construit tout un réseau d'échafaudages et de passerelles pour ne pas piétiner en fait un genre de mousse qui est au sol, qui est une espèce protégée. Donc vu que là il y aura justement énormément de figurants, des chevaux, des choses comme ça, il fallait trouver un endroit en fait où on pouvait justement inclure toute cette équipe en fait, tous ces personnages. Donc en gros, la scène, la bataille sera tournée dans 2 endroits différents. Je pense que le premier, c'est plus pour les panoramiques par rapport à la cascade, le décor en lui-même. Et pour l'aspect pratique, cet endroit qui s'appelle Rock and Pillar Range, un truc comme ça. Voilà, tout à fait. Marie, tu es d'un autre avis pour la bataille ? Je vous suis totalement, oui. Ah, c'est gentil. Non, c'est pas gentil, c'est normal. Alors, en parlant de toi, Marie, tu vas nous décrire un peu la scène des tonneaux qu'on a pu apercevoir. Oui, donc bon, ça confirme un petit peu notre hypothèse quand même par rapport au dernier vlog. On se demandait si justement ils allaient changer cette scène par rapport au livre. Scène qui est quand même relativement culte parce qu'elle est amusante en fin de compte. Et donc en fait ça confirme notre idée par rapport au dernier vlog. On n'était pas sûr, mais il y a un changement par rapport au livre. Ceux qui ne veulent pas entendre de spoiler, fermez vos oreilles. En fait, au lieu d'être enfermés dans les tonneaux, apparemment ils ont des pagaies où ils pagaient avec leurs mains en dehors des tonneaux. Donc c'est quand même, on peut se demander s'il n'y a pas un problème, s'il n'y a pas un gros changement. Enfin moi en tout cas c'est ce que je pense au niveau du scénario, parce que normalement ils sont censés être dans les tonneaux pour pas se faire repérer. Et là je vois pas l'intérêt de les mettre hors des tonneaux quoi. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense que dans un premier temps, pour quitter la forteresse de Tranduit, ils seront effectivement enfermés dans des tonneaux, donc du coup à partir de ce moment-là ils n'ont pas spécialement besoin d'acteurs. Et peut-être pour corser un peu la scène entre guillemets, au bout d'un moment, je sais pas, peut-être il y a un passage en fait où il y a les elfes qui regroupent les tonneaux en sorte de gros radeaux. Peut-être qu'à ce moment-là, Bilbo ouvre les couvercles ou un peu plus tard, et les nains terminent leur traversée plus ou moins en se servant de leurs mains comme de rames quoi. En parlant de scène de tonneau, on peut voir que on sait que Richard Armitage est hydrophobe. Donc Florian, si tu peux nous expliquer l'anecdote sur le tournage de Captain America. Alors au mois de juillet, Richard Armitage avait expliqué dans une interview qu'il était justement hydrophobe. Et il avait expliqué lors d'une anecdote de tournage qu'il avait tourné une scène Bon, si vous avez vu le film, vous verrez de quoi je parle. C'est une scène qui se passe en fait dans un sous-marin. Richard Armitage joue un assassin nazi. Et à un moment, Captain America donne un coup de poing dans le sous-marin. Et après, il y a l'eau qui est complètement immergée. Et après cette scène, justement, il s'est mis à pleurer, qu'il voulait plus du tout continuer à faire des scènes dans le genre. Alors, est-ce que peut-être dans ces scènes des tonneaux, peut-être il y aura sûrement une doublure pour Richard, parce que ça m'étonnerait qu'il fasse ça, vu la vitesse des rapides en plus. Ouais, je pense que c'est tout à fait ça, ouais. Et donc pour conclure avec la scène des tonneaux, on voit aussi donc dans le vlog, dans la vidéo de production, Killy et Philly qui sont accroupis sur une sorte de berge rocailleuse. Je ne sais pas si si vous représentiez les berges de Lac-Ville comme ça. Pas moi en tout cas, parce que là ça a l'air d'être difficilement praticable. En plus on voit Bofur et Bombur derrière, donc à la base, en fait, ils sont pas censés être là. Et donc, on voit que Killy ramasse une pierre par terre, comme s'il il voulait se défendre, ou c'est quelqu'un, peut-être un homme de Lac-Ville, je sais pas trop, vous en pensez quoi? Sûrement pour se défendre, je suis ton avis. Par rapport aux berges, moi je les voyais comme ça parce que c'est des berges de rivière, c'est pas des plages de sable en fait. Donc je sais pas si toi tu voyais du sable plutôt que de la pierre. Je voyais plus des berges en fin de compte avec des berges relativement hautes, plus des berges de canal en fait, tu vois, avec de l'herbe, peut-être des arbustes, et ensuite ouais, à ce moment-là une avancée de sable, ouais. Moi je voyais ça comme ça, franchement parce que je vois plus des petits cailloux au niveau d'une rivière que du sable, mais bon après c'est une question de perception. Et le fait que peut-être que Bombur soit déjà éveillé, parce qu'en fait je crois qu'ils attendent de rassembler tous les nains, que tout le monde soit alerte et avant de vouloir rentrer dans Esgaroth. Et je pense que soit Killy est méfiant, donc il prend une pierre avec lui pour éventuellement se défendre si jamais les habitants d'Esgaroth ou les gardes d'Esgaroth étaient hostiles. Mais bon, c'est pas dit qu'il va s'en servir. Mais bon, moi ce qui me choque le plus, c'est le changement au niveau de l'arrivée à Esgaroth. Donc avec les nains qui sont en train de
de ramer avec leurs mains, moi ça me... C'est pas très discret, quoi. Disons que pour des gens qui veulent rester à couvert, voilà. Donc apparemment, je pense que Peter Jackson a voulu un peu corser la scène des tonneaux, rendre ça un peu plus mouvementé, donc on verra bien ce que ça donne au final, quoi, en fait. Hein. Oui, je pense que c'est juste un côté sensationnaliste qui a été rapporté à cette scène, ouais. Moi, ça me gêne pas plus que ça, je veux dire, même s'il a modifié, même si c'est une scène assez, on va dire, emblématique, plus ou moins, je veux dire, mais c'est pas comme prendre des libertés avec un personnage et changer son caractère comme ils ont pu le faire avec Faramir, par exemple. Ouais, ça va donner un petit côté un peu fun, ça se trouve, à cette scène sans pour autant la détruire, quoi. Trop la dénaturer non plus. Ouais, voilà, c'est ça. Alors maintenant nous allons venir à Tror. Alors Tror, David. En fait, à un moment, lors du passage en fait, où on voit les hélicoptères et leurs nouveaux dispositifs 3D pour filmer, on voit un nain en pleine montagne, en fait, avec un hélicoptère qui est dans son dos. Et dans un premier temps, j'ai cru qu'il s'agissait de Oin, à cause de sa tenue laineuse, du fait qu'il ait une barbe grise. Mais en y regardant de plus près, en fait, on se rend compte que justement, on ne retrouve pas les tresses qu'il a dans sa barbe à l'origine. Sa chevelure est beaucoup plus claire, donc ça tire plus sur le blanc que sur le gris que celle de Oin. Qui plus est, même le visage est différent, le nez. En écoutant un peu sa voix, moi qui suis la série Spartacus, on retrouve l'acteur qui est censé incarner Tror, donc aka Jeffrey Thomas, qui a une voix un peu rocailleuse. Donc il est fort possible que ce soit donc Tror, le grand-père de Thorin. Pour moi, ça peut pas être Dain, parce que Dain, s'il apparaît, il apparaît potentiellement à la bataille d'Azanul-Bizarre et aussi à la bataille des 5 armées. Donc quand il apparaît, il est en tenue guerrière. Là, on a plus l'impression d'avoir un personnage qui est en tenue de voyage. À noter que Tror sera à l'origine de la guerre des nains contre les orques. Voilà, la fameuse bataille d'Azanul-Bizarre. Voilà. Qu'on verra, d'après nos suppositions, au début du premier film en flashback. Voilà. Donc, nous allons à présent parler. Florian, toi, toujours par rapport au nain, tu avais vu une autre scène où on apercevait un personnage quelque peu nanesque. Donc, ouais, surtout une femme, c'est rare. Alors sur le plan suivant, alors on peut voir justement alors deux nains différents. Alors justement, on se demande si c'est un homme, mais apparemment ce sera une femme. Donc alors, est-ce que Peter Jackson va un peu expliquer parce que c'est vrai que dans les récits de Tolkien, c'est quand même assez rare les femmes nains sont très peu exploitées. Il y a seulement 10, je crois, c'est la mère de Kili et Fili et la sœur de Thorin qui est un peu exploitée. Mais là, ce serait peut-être l'occasion d'en parler un peu plus, quoi, montrer justement que le peuple nain est assez diversifié, quoi. Et d'ailleurs aussi. Oui. C'est vrai que clairement, moi je ne verrais pas ce que ça pourrait être d'autre parce que, bon, déjà, c'est clairement une femme parce qu'elle a une genre de robe. À noter que nanesquement parlant, David s'y connaît. Ouais, voilà, je fréquente clairement il fréquente des femmes. Je vais dans les bars nains, dans les tavernes, un peu chelou. Non, mais on voit clairement au physique trapu qu'il s'agirait d'une femme. Ça peut être une paysanne ou une naine à voir. La chevelure hirsute, le manque de soins. Florian, moi, il me semble même que tu m'avais dit qu'on voyait presque un début de barbe, mais vraiment sur le côté du visage. Sur le côté, en plus, dans les deux tours, si vous y référez, Gimli explique comme quoi que généralement les femmes nains sont confondues avec les hommes parce que justement elles ont de la barbe. Voilà, et les petits nains ne surgissent pas du sol. Voilà, tout à fait. Et il y avait un autre truc, il me semble, c'est dans le trailer ou dans le vlog. À un moment, il y a un passage dans la forêt de Mirkwood où on voit, il me semble, Glowin avec un médaillon où il y a le dessin d'une femme dedans. Et on avait dit qu'il s'agissait peut-être d'une femme nain. Donc c'est peut-être cette femme-ci qu'on voit dans le passage, quoi. Je pense que ça a été une attente de la part des gens, en fait, après ce que Gimli dit dans Le Seigneur des Anneaux, de voir une femme nain. Peut-être sexualité des nains. Non, mais je pense que c'est pour... oui, pour approfondir un peu le peuple. Ouais, après, voilà. Ouais. Voilà, donc nous sommes à peu près d'accord. Alors maintenant, nous allons venir à l'Arkenstone. Alors l'Arkenstone, sans spoiler, c'est un objet très, très précieux pour les nains, qui est assez brillant, tel Gandalf le Blanc. Alors, David, c'est parti. Dans un passage, en fait, on aperçoit deux nains différents. Il y en a un qui ressemble énormément à Tror, avec sa barbe blanche. Ils ont des genres de casques sur le... Tel Gimli. Pardon, non. Le Dwalin, donc sur la deuxième photo, en fait, on aperçoit un nain, on dirait qu'il a un casque de guerrier un peu en cuir et en cuivre. Mais on dirait plus des casques de mineurs que des casques de guerriers, donc à voir. Oui. Et on a l'impression qu'ils sont dans un endroit, dans un genre de caverne assez ruisselante, donc comme s'ils étaient dans le fond des mines.
Et vous pouvez remarquer en fait que le regard de Dwalin, hypothétiquement Dwalin, dans la deuxième photo en fait est éclairé. Donc peut-être pour simuler l'éclat de l'Arkenstone. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis assez d'accord parce que déjà, je trouve qu'aussi comment ça s'appelle, le décor s'y prête parce qu'on voit que c'est une mine avec ce côté un peu humide. Et d'ailleurs, sur le casque du nain, on peut voir comme des sortes de bougies, on dirait. Ah, c'est peut-être ça alors Moi, je me demandais pourquoi ils avaient mis du tissu vert. Parce que ça ressemble un peu, tu sais, comme dans les corridas qu'ils mettent au taureau, un peu quand ils veulent enflammer les cornes. Et ça a l'air d'être un peu ça, quoi. Apparemment, ça va être fait en image de synthèse parce que c'est recouvert de points et de tissu vert en fait, comme ça si ça allait être retouché par la suite, quoi, en fait. Ouais, je pense peut-être que ça sera le fond du royaume. Le fond du royaume, ouais. Et puis, je veux dire, au niveau du costume, quoi, s'il a des bougies au-dessus de la tête et un casque en cuir qui n'est donc pas résistant, enfin, c'est pas une armure, c'est clairement le moment où il va découvrir l'Arkenstone, dans les mines. Il faudrait peut-être un peu creuser, mais parce que pour moi, bon. Creuser, c'est les nains. Presque, ouais, voilà. Presque sans l'ombre d'un doute, le premier personnage, ce serait Tror. Et le deuxième, il ressemble énormément à Dwalin par rapport à la forme de son nez, la couleur de sa peau, la barbe, etc. Mais à l'origine, il me semble que c'est Train qui découvre l'Arkenstone. Donc le personnage pourrait aussi être Train. Ça peut. Voilà, à voir. Ouais. Voilà, on n'a que 2 plans, quoi, donc c'est un petit peu difficile d'avoir... Mais je me demande si sur les 2 plans, c'est pas le même nain, justement. Ah si, c'est le même nain, si, Ouais. complètement. Ah non, moi j'ai l'impression que c'était 2 nains différents, je sais pas. Ah bah, je suis pas sûre. Non, je pense que c'est le même nain, regarde. C'est par rapport à la forme du casque, même le style. Non, mais en observant, c'est clair que c'est le même nain. Je veux dire, il a sous son casque, il a une sorte de capuche un petit peu gris, donc... Alors c'est peut-être l'éclairage, parce qu'en fait, on dirait que la couleur de la barbe était pas pareille, en fait. C'est pour ça que... Ouais, c'est sûrement l'éclairage. Voilà. Je pense que c'est le même. Ouais, tout à fait. Alors, si vous avez d'autres choses à rajouter. Il y a un petit passage en fait qui va faire plaisir à Florian, c'est qu'à un moment donné, on aperçoit un personnage, pour commémorer le nombre de jours de tournage qui leur reste, on voit que il y a un des membres de l'équipe qui porte un gilet avec un dragon dessiné dessus, un dragon qui ressemble beaucoup à celui de John Ho. D'ailleurs, j'ai pu avoir la confirmation de John Ho. D'ailleurs, un exploit de Marie. Non, mais alors Marie, si tu peux nous l'expliquer. Oui, j'ai tout simplement envoyé un mail à John Ho, un mail très correct, poli. Hi Johnny, how are you? non, mais I'm your friend. Il m'a répondu très gentiment en confirmant que c'était bien le croquis ou du moins les contours de son dragon. Donc un grand merci à Marie. Avec plaisir. Alors dragon qui ressemble assez au dessin de John Ho qu'on trouve dans plusieurs livres, dont l'édition Livre Rouge. Alors maintenant, récemment, nous avons inauguré une rubrique questions-réponses. Alors le concept était, vous nous posez des questions et on répond à ces questions dans un podcast. Donc nous en avons sélectionné 2 ou 3. Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions faute de temps, sinon le podcast durerait assez longtemps. Donc les questions sont totalement anonymes. Donc Maturity qui nous pose... Complètement anonyme. C'était du bac. Alors notre bon Maturity qui nous pose: quelle contrée gouvernaient les rois qui devinrent les spectres de l'anneau? On en a un peu débattu. Donc pour moi, enfin c'est assez certain si je me rappelle bien, les spectres de l'anneau, en fait Tolkien laisse des mystères à travers son œuvre. Donc les spectres de l'anneau, on sait juste que 3 spectres venaient de Numénor, dont le roi sorcier d'Angmar. On sait juste ça. Pour les autres, on n'en a aucune idée. Donc c'est un mystère. Donc si vous voulez rajouter quelque chose. Il s'agit peut-être en fait, il me semble qu'à un moment donné, en fait, quand les rois de Numénor ont changé de nom en prenant des noms en art quelque chose, donc c'est-à-dire qu'ils ont rejeté les Valar. En fait, il y avait d'un côté les infidèles, donc si vous voulez, c'était les gentils Numénoréens, et de l'autre côté, en fait, il y avait les méchants Numénoréens, et je pense que justement le roi sorcier et les 2 autres, Nazgûl, en fait, faisaient partie de cette caste-là des Numénoréens. Voilà. Alors, une autre question, Marie par exemple. Tu en as sélectionné une? Oui, j'en ai sélectionné une, c'est celle de Kevin Sauvage, donc par rapport aux ressemblances entre l'œuvre de Tolkien et la mythologie nordique. Donc il faut déjà savoir que Tolkien, lui, il a étudié l'œuvre Beowulf
qui a été d'ailleurs adapté en film il y a peu de temps, enfin il y a quelques années, je ne sais plus exactement. Il a fait une conférence en Beowulf et des études sur cette œuvre. Il a été aussi influencé par les langues germaniques et finlandaises. Et donc ça lui a permis d'abord de construire une religion polythéiste en Terre du Milieu, enfin, du moins dans son œuvre Le Seigneur des Anneaux par exemple, puisque l'on trouve de nombreux Valar qui ont toutes des caractéristiques particulières, etc. On retrouve aussi les femmes guerrières qui sont ancrées dans la tradition celte et scandinave, donc les Valkyries, qui étaient donc les vierges guerrières qui servaient Odin. Et Éowyn en est une analogie. Enfin, elle représente vraiment la Valkyrie dans le Seigneur des Anneaux. Sinon, on retrouve les nains et les elfes qui sont nés dans les pays scandinaves. Les elfes qui notamment étaient à la base sont les esprits de l'air, etc. Donc là, il les a aussi associés à la terre, etc. Les Rohirrim, seigneurs des chevaux, pareil, ça c'est clairement inspiré de la mythologie nordique. Les cavaliers, qui ont une importance prépondérante dans la tradition celte, notamment avec la déesse Epona. Et ça me ramène aussi aux légendes arthuriennes, du coup, puisque Tolkien a traduit et étudié un poème anglais du 14e qui s'appelle Sir Gawain et le Chevalier Vert. Et on peut retrouver, disséminé un petit peu dans l'œuvre de Tolkien, des références aux légendes arthuriennes. Mais c'est la culture traditionnelle galloise qui est prépondérante dans le travail de Tolkien, puisque, par exemple, la langue sindarin des elfes gris est largement influencée par la langue galloise. Donc ça pourrait demander, ça peut être intéressant de faire un article, j'en ferai peut-être un, je le posterai peut-être sur la page plus tard. Voilà, j'espère avoir été un petit peu, ça reste, c'est pas exhaustif, mais voilà, ça donne une idée. Il y avait deux petits trucs aussi. Il me semble que la légende de Siegfried avec l'anneau des Nibelungen en fait est assez proche par rapport au fait qu'il y a un anneau qui a un pouvoir particulier du Seigneur des Anneaux. Et aussi la partie avec les arbres qui ont une importance particulière, comme le Yggdrasil, il me semble, qui fait partie de la mythologie scandinave aussi. Donc, Oui, ça rejoint tout ce qui est les Ents, etc. Et puis aussi les elfes, quoi. Les esprits de la terre, de l'air. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. En fait, c'est vraiment la culture celte et la culture... la culture celte et nordique en général, ça s'inscrit tout particulièrement dans la nature aussi, quoi. Donc, il y avait aussi une question de Mehdi, alors attention, je vais écorcher son nom, Tlatsu, qui nous posait, donc, Sauron est-il le bras droit de Melkor Morgoth? Comment ou pourquoi les Balrogs ont échappé à l'anéantissement après la capture de Morgoth par les autres Valar? Il faut savoir que déjà, Gothmog, lui, la plupart des Balrogs, en fait, ont été tués par des seigneurs elfes, comme Gothmog, par exemple, qui a été tué à Gondolin par Ectelion, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a un qui avait été tué, je ne me rappelle plus son nom, par Glorfindel. Je ne sais pas si vous avez le nom de ce... Oui, c'est ça, je confirme. Voilà. À savoir que lors de la bataille finale, donc c'est-à-dire après qu'Eärendil et Elwing aient été plaidés la cause des elfes et des humains devant les Valar à Valinor, donc après cette rasée-là, en fait, il y a le dernier Balrog, en fait, s'est réfugié dans les fondations de la Terre sous la forteresse d'Utumno, voilà. Donc c'est le Balrog, je pense, qu'on retrouve à la Moria dans la communauté de l'anneau. À noter qu'une traduction sera bientôt disponible à la fois sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook de notre groupe. Et n'hésitez pas à nous donner vos avis par rapport à la couverture et à la photo de profil, puisque le site The Hobbit Movie a lancé un concours et le 14 mars, la meilleure timeline Facebook concernant les pages Bilbo le Hobbit sera récompensée. Donc n'hésitez pas à donner vos avis. Voilà. Puis avis aux graphistes en herbe si jamais ils ont envie de partager leur production avec nous. Oui, bien Voilà, sûr. tout à fait. Et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça nous ferait grandement plaisir. Alors, c'en est fini avec ce podcast. N'hésitez pas à mettre des j'aime ou à donner votre avis, qu'il soit bon ou mauvais, tant que c'est constructif. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast et nous vous disons à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. In a hole in the ground, there lived a hobbit